Bien, alors vous avez dû regarder cette vidéo que j'ai mis en lien sur la dernière vidéo, donc celle sur eh bien ce qu'on appelait la puissance active et la puissance réactive, ou énergie, c'est la même chose avec un facteur temps qui va arriver ici. Alors donc on voit que en fait, si je mets un moteur qui est constitué de bobines, donc ça veut dire que je vais ajouter un facteur inductif à l'intérieur de mon circuit, je vais entraîner aussi donc un déphasage. Donc ce déphasage entre les deux, et ce qui va se passer, c'est que la puissance de mon moteur qui va me servir à moi, c'est celle qu'on va appeler la puissance active, elle va être beaucoup plus faible que la puissance que l'on va me facturer. Et donc cette puissance qu'on va me facturer, c'est la puissance qu'on va appeler apparente. Donc évidemment, comme il y a deux petits de puissance, on va trouver des noms et des symboles différents pour ces deux puissances. Alors, je vous mets ici donc le déphasage entraîne que la puissance fournie par le réseau électrique, et donc qui va être facturée, c'est celle-là qu'on va noter la puissance apparente. Donc puissance apparente, et qu'on va noter S majuscule. Donc cette puissance apparente va se décomposer en puissance qui va réellement fournir un travail qu'on va noter la puissance active. Donc puissance active, et celle-là on va garder, c'est la puissance P, c'est celle qu'on a l'habitude de calculer, c'est cette puissance active. Donc c'est celle qui va nous intéresser, évidemment. La puissance apparente, c'est celle qui va être facturée, et la puissance active, c'est celle qui va permettre de faire fonctionner le moteur. Et donc la puissance entre guillemets perdue, vous savez qu'il n'y a pas de perte de puissance, mais elle est transformée en autre chose, celle-là, qu'on va la noter la puissance réactive. Donc la puissance réactive, alors ici elle n'est pas à votre programme, vous n'avez pas à savoir comment faire pour la calculer, heureusement d'ailleurs. Donc nous, on va essayer de juste s'intéresser à la puissance apparente et la puissance active. Alors comment est-ce que je fais pour calculer cette puissance active? Dans la fin de la vidéo, on vous a dit justement, il y avait justement ce qu'on appelait le facteur de puissance. Et donc ce facteur de puissance, c'est le cosinus phi. Donc je vous mets donc puissance active en régime sinusoïdal. Donc en régime sinusoïdal, la puissance active P est égale à la valeur moyenne de la puissance instantanée. Alors comment ça se note mathématiquement? La puissance active, c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Puissance instantanée, c'est petit p. Et valeur moyenne, je vais mettre ça, entre les symboles inférieurs et supérieurs, ici, comme ceci. Et donc, c'est quoi? Comment est-ce que je fais pour calculer ma puissance? Ma puissance, c'est une tension, U, fois une intensité. Alors, par contre, ici, il s'agit des tensions efficaces. Alors, j'ai pas bien écrit, je vais réécrire. Je vais faire un petit peu plus de place. Donc, c'est une tension efficace multipliée par une intensité efficace fois justement ce cosinus phi, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le facteur de puissance ici. Alors, cosinus phi, c'est ce qu'on appellera facteur de puissance, par contre phi, c'est ce qu'on appelle donc le déphasage entre les deux. Alors, on va noter les grandeurs. Ici, le P, c'est la puissance active en watts, donc puissance active en watts, voilà. U, c'est la tension efficace. Alors j'aurais dû marquer UF ici, pardon. Donc c'est la tension efficace qu'on va noter donc en volts. I, c'est l'intensité efficace, donc c'est pareil, je vais marquer IF. Donc I, c'est l'intensité efficace qui va se mesurer en ampères. Et phi, c'est le déphasage. Donc ce déphasage qui va se mesurer soit en radians, soit en degrés. Ça dépend de votre calculatrice. Radian ou 1 degré. Alors, phi, quand on regarde les fonctions que vous avez ici, donc le phi, ça doit être homogène, et pareil, à un oméga t, ça va être la même chose ici. Votre phi, ça va être un oméga t. Donc phi, c'est un oméga. Alors je vais juste marquer petite chose, je vous ai dit donc phi, ça doit être homogène. Tout à l'heure, on avait vu phi, ça doit être homogène à oméga t. Alors en fait, j'avais dit je fais pas la distinction entre le phi et le delta phi, mais en fait ici c'est vraiment un delta phi. Donc ici ça veut dire que j'ai un delta t. Ça veut dire que votre déphasage, j'aurais dû noter delta phi, mais pour faire plus simple, je note phi. Donc votre phi, c'est un oméga delta t.
Pardon, c'est un t minuscule puisqu'il s'agit du temps, évidemment. Donc oméga delta t. Alors, je peux le marquer autrement, hein. Par exemple, je sais que oméga c'est 2pi sur t. Donc je peux aussi marquer que phi, hein, votre déphasage, c'est 2pi fois delta t sur grand T. Donc oméga c'est la pulsation du régime sinusoïdal, delta t c'est le décalage qu'on avait vu tout à l'heure, hein, entre la tension et l'intensité. Alors attention quand même, parce que ça c'est un peu compliqué, je sais pas si on va le demander, ça me paraît vraiment compliqué. Delta t sera positif parce que votre déphasage il peut être plus ou moins. Donc en fait on va considérer que ce sera positif si I de t est en retard par rapport à U de t. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je mets une remarque pour essayer de le comprendre. Donc remarque, lorsque les deux courbes sont croissantes, la première qui passe par un maximum est en avance sur l'autre, la deuxième est donc en retard. Alors regardez bien cet exemple que j'avais mis ici. Vous voyez, là, j'ai donc un delta t entre les deux. Donc ça veut dire que j'ai un déphasage entre mon courant et ma tension. Et bien, à partir de ce moment-là, vous voyez, là, j'ai deux fonctions qui sont croissantes. Et bien, ici, ça veut dire que I de t est avant U de t. Et dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que l'intensité est en avance par rapport à la tension. Ce qui veut dire que ma tension est en retard par rapport à l'intensité. Si je reprends eh bien, ce que j'ai marqué ici, c'est positif si I de t est en retard. Bah, c'est pas ça, puisque j'ai dit que I de t était en avance. Ça veut dire que ici, dans le cas où j'ai fait, eh bien, j'aurai un déphasage qui sera négatif. Donc ici, j'aurai moins 2pi delta t sur t. Il suffit dans ce cas-là, donc, de connaître la période. Donc la période, je la mesure de là jusque là. Le delta t, je le mesure de là jusque là. Et dans ce cas-là, j'ai 2pi delta t sur grand T. Et en même temps, je saurai ici que c'est négatif. Voilà. Alors ça c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment pas facile à voir, ça serait vraiment pas sympa si on vous mettait ce genre de choses. Après je sais pas si vous pourrez tomber ou pas. Voilà. Donc ici on aurait, dans le cas là que j'ai montré là-haut, eh bien un déphasage négatif. Alors, je vais continuer sur la suite. Alors la suite c'est quoi ? Eh bien c'est de calculer tout simplement la puissance active aux bornes d'un dipôle. Alors ici en exemple on dit on a relevé la puissance instantanée P de t en watts reçue par un dipôle, en déduire la valeur de la puissance active de ce dipôle. Donc j'ai cette courbe là et je vous dois trouver la puissance active. La puissance active c'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est la valeur moyenne de votre puissance. La valeur moyenne, si vous regardez bien votre sinusoïde, des fois elle va être haute, des fois elle va être basse, etc. Mais en moyenne, c'est combien ? C'est au milieu de votre sinusoïde. Donc au milieu de la sinusoïde, si je prends ma règle, si je le trace bien correctement, eh bien je suis ici. C'est pas droit en fait mon truc. Donc votre valeur moyenne, ici, c'est celle-ci. Ça, c'est votre P de t moyen. Donc P de t, petit p, en valeur moyenne, c'est égal à votre puissance active. Et si vous regardez bien, vous êtes à la hauteur de 100 watts. Voilà. Alors ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste voir à quel niveau on était là. Donc la puissance véritable, donc active, ici, c'est au milieu, puisque c'est la valeur moyenne qu'on a ici. Voilà. Alors je vais détailler maintenant ce qu'on appelle la puissance apparente et le facteur de puissance. Donc c'est à peu près, on va repartir de cette formule-là, et puis on va essayer de comprendre ce que c'est que la puissance apparente. La puissance apparente, ça c'est la puissance classique qu'on appelle, donc c'est bien le produit de vos deux, les produits entre votre tension et votre intensité. Donc celle-ci elle va se noter S, et ça c'est UF fois IF. Voilà, c'est l'intensité efficace fois la tension efficace, et S, donc ça c'est ce qu'on appelle la puissance apparente, que l'on va noter par contre dans une unité un peu spéciale. Donc ici c'est la puissance apparente. Alors quelle est l'unité ? Ici c'est une tension, ici c'est une intensité, donc ça fait des voltampères. Voltampères c'est aussi homogène à une puissance, c'est-à-dire à des watts. Mais pour distinguer la puissance active qu'on va noter en watts, par convention, on va dire que la puissance apparente, on va laisser le volt fois les ampères. Et donc cette puissance apparente, on va la noter en volt-ampère. C'est tout à fait homogène à des watts, mais pour faire la distinction justement entre cette puissance active et la puissance apparente, la puissance apparente, on va marquer ça en volt-ampère.
Alors, je vais vous montrer une étiquette. Donc, une étiquette ici, c'est une étiquette d'un groupe électrogène. Alors, il y a plein d'indications, le type, etc. Mais vous voyez ici, vous avez une indication en kilovoltampères. Ici, ce qui veut dire que ça, c'est votre puissance apparente. Ici, c'est 40 kilovoltampères. Par contre, ici, vous avez une indication watts, 32 kilowatts, avec ici un cosinus. Donc ici c'est cosinus phi, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on va appeler votre facteur de puissance. Donc regardez bien, hein, si je fais 40 fois 0,8, vous pouvez le faire, eh bien vous trouvez bien 32. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que en fait ça c'est la puissance qui est d'entrée qu'on va être facturé, et ça va être la véritable puissance que va fournir bien mon groupe électrogène, parce que j'ai multiplié par un facteur 0,8 ici. Alors, je reviens ici à ma remarque. Donc, remarque les indications sur les étiquettes en volt-ampère ou kilovolt-ampère, peu importe. Donc, en volt-ampère donne une puissance apparente, alors que celles qui sont en watts donnent une puissance active. Voilà. Il faut bien faire la distinction entre les deux, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce facteur de puissance? Eh bien, c'est ici. Ça, c'est mon cosinus phi. Donc, mon cosinus phi, ça, c'est mon facteur de puissance. Et donc, je peux trouver une relation entre toutes les grandeurs, puisque si ici, UF fois IF, c'est S. Donc, je peux trouver que mon cosinus phi, c'est P sur S. Alors, donc, on appelle facteur de puissance le rapport, K, qui va être égal à P sur S, qui va être donc égal à cosinus phi. Ça, c'est votre facteur de puissance. Donc ce facteur de puissance, il est très important parce qu'en fait, on l'a vu dans la vidéo, en fait, si vous avez beaucoup de bobines, de moteurs, etc., vous allez déjà payer beaucoup plus cher, ce qui est un peu embêtant par rapport à ce que vous allez véritablement avoir besoin. Et en plus, vous pouvez faire, les fils peuvent s'échauffer, puisque cette puissance, elle va être transmise sous forme, d'énergie thermique, et donc ça peut chauffer. Et donc, il faut absolument que ce facteur de puissance ici soit inférieur à une certaine valeur. Alors, ici, on vous dit donc le facteur de puissance permet de dimensionner une installation en équipement électrique, c'est-à-dire, savoir si vous n'allez pas avoir une surconsommation de certaines choses. Alors, pour les installations purement résistantes chauffage, incandescence, dans ce cas-là, il ne va pas entraîner de déphasage. Donc, si votre déphasage est égal à 0, votre K va être égal à 1, et donc, votre puissance active qui va être égale à votre puissance apparente, donc P va être égal à S, puisque, vous voyez ici, si c'est égal à 1, P égale à S, donc tout ce qui est résistance, ça ne change rien. Ce qui veut dire que si je remplace ici, j'ai U fois I, d'accord, et U fois I, vous savez que U égale RI, donc ça vous donne que c'est égal à RI carré. Et là on retrouve donc la puissance que vous avez dissipée par effet Joule. Donc c'est RI carré, et dans ce cas-là, toute l'énergie que je vais fournir à mon installation va uniquement servir à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire chauffer. Voilà. Par contre, si une installation va posséder des composants inductifs, par exemple comme les moteurs alternatifs, les LED aussi, en fait, ça va faire baisser donc votre cosinus phi, dans ce cas-là, votre K va, j'ai oublié un petit signe égal ici, donc K va être inférieur à 1, ici, et dans ce cas-là, il va falloir corriger ce facteur de puissance. Comment est-ce qu'on a fait? On l'a vu dans la vidéo, votre facteur inductif va faire un déphasage, il va falloir mettre quelque chose de capacitif derrière, donc c'est-à-dire des condensateurs, pour pouvoir venir décaler, remettre en phase, on va dire, vos deux tensions. Donc ici, on va rajouter donc, des condensateurs. Des condensateurs. Donc on va rajouter une charge capacitive, il faut un S, parce qu'il y en a plusieurs, à votre installation. Afin de limiter les pertes et à surchauffer les câbles électriques, ici, EDF va imposer, quoi qu'il arrive, un cosinus phi inférieur à 0,93, parce que sinon, évidemment, ça peut être très dangereux. Si vous chauffez alors que vous n'avez pas envie de chauffer, c'est embêtant. Donc on fixe une norme, c'est-à-dire cosinus phi inférieur à 0,93, pour être sûr que vous n'ayez pas de soucis derrière. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette dernière partie, et puis je ferai une dernière vidéo pour les mesures de puissance en régime sinusoïdal. Je vous dis à bientôt, au revoir. Oh, pardon, une petite chose, j'ai ici oublié le F, ici, F. Voilà, pour dire que c'est des valeurs efficaces. Voilà, c'est fini, merci, au revoir.